suis Dr Michèle Morin, je suis une gériatre qui travaille dans le territoire de Chaudière-Appalaches. Principalement, mes activités cliniques sont à l'hôpital de Montmagny. J'ai aussi un rôle de professeur à la faculté de médecine et un petit peu de recherche au centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches. Dans les faits, indépendamment de ces caractéristiques, j'aurais le goût aussi de me présenter à vous avec ma plus grande qualité, qui est celle d'avoir été moi aussi un jour une proche aidante, comme plusieurs d'entre vous qui êtes derrière l'écran ce soir. Donc, j'ai eu à prendre soin de 2 parents vieillissants et je me suis très, très souvent trouvée chanceuse et privilégiée de par ma formation médicale, d'avoir souvent la possibilité de répondre rapidement aux inquiétudes, aux préoccupations de l'un comme de l'autre, à l'époque où eux prenaient soin l'un de l'autre. Et c'est un peu dans cette perspective-là que je vous propose la conférence de ce soir, c'est-à-dire avec cette expérience moi-même d'avoir eu à répondre souvent à toutes sortes de questions par rapport au vieillissement de mes parents et de me dire est-ce que c'est normal, est-ce que c'est anormal, est-ce que je dois en parler à une infirmière, à un médecin, etc. Donc, c'est beaucoup ça qui va habiter la présentation que je vous fais ce soir. Alors, le vieillissement en quelques mots, on pourrait aussi faire un jeu de mots et puis l'écrire avec MAUX parce qu'on va voir que dans la présentation ce soir, effectivement, le vieillissement a le dos large parce que beaucoup de changements qu'on vit au cours de l'avancée en âge peuvent être imputables au vieillissement, mais pas toujours. Et c'est peut-être le lien que je voudrais faire aussi avec la QDR. Vous pourriez vous poser la question ce soir, pourquoi une conférence sur le vieillissement donnée par une association qui défend les droits des aînés, c'est parce qu'on a le droit en vieillissant de comprendre ce qui se passe dans notre corps. On a le droit comme proche aidant de comprendre aussi les changements qui s'opèrent dans le corps de celui dont on prend soin. Et on a le droit de se faire répondre quand on consulte autre chose que c'est le vieillissement, quand il y a d'autres explications. Je vous dirai dans le courant de la soirée que de tomber, d'être incontinent, de perdre le fil de ses idées, ce n'est pas normal au cours du vieillissement et c'est donc aussi pour vous outiller dans cette perspective-là que je vous propose la présentation. Je pourrais intituler « Docteur, est-ce normal ?» C'est vraiment dans cette perspective-là qu'on va être durant toute la prochaine heure. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à vous divulguer, ni réel et potentiel. Je vous nommerai au courant de la présentation parfois quelques noms de médicaments. Vous ne serez pas capable de deviner mes préférés puis ceux que j'aime le moins. Vous allez voir, je vais faire ça d'une façon tout à fait neutre. J'ai surtout un réel intérêt à cet échange avec vous. Donc, le plus grand défi pour moi va être de respecter le temps parce que je voudrais vraiment qu'on puisse avoir un moment d'échange à la fin de la présentation. C'est un marathon, c'est un défi. Je suis une fille assez volubile habituellement et j'ai à vous résumer en 45 minutes ce que j'ai moi-même appris en 5 ans de formation et que j'ai expérimenté à travers 25 ans de pratique. Et puis, comme autre confidence, vous dire aussi que le beau dans tout ça, c'est que je commence à vieillir moi aussi et puis je commence à comprendre encore mieux ce que j'enseigne ou ce que je vais vous traduire parce que je l'habite aussi. Alors, on est tous dans la même famille et c'est parti. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est d'abord une courte réflexion sur la proche aidance et l'influence que ça peut avoir sur la santé de ceux qui prodiguent les soins et l'aide à un aîné. On va aborder ensuite rapidement le phénomène du vieillissement pour en venir à comprendre les principaux changements normaux qui s'effectuent dans le corps, dans l'organisme au cours du vieillissement, en tentant toujours donc de départager ce qui est normal de ce qui devrait être ce que j'appelle un signal d'alarme, c'est-à-dire ce qui devrait mériter que vous portiez à l'attention d'un professionnel de la santé, qui peut être votre médecin de famille, qui peut être l'infirmière qui travaille avec celui-ci, qui peut être à l'occasion le pharmacien. Alors, ces signaux d'alarme-là ne sont pas nécessairement des symptômes ou des signes dangereux, mais c'est vraiment pour les distinguer de ce qu'on peut imputer au vieillissement comme tel. Tout au long de la soirée, je vais parsemer aussi mon discours de quelques petits conseils pour un vieillissement positif, un vieillissement réussi et en santé, ce à quoi on aspire tous pour nous-mêmes, mais évidemment pour tous ceux qu'on aime aussi. Et puis, on conclura avec la période de questions et d'échanges.
Alors, quelques mots sur la proche aidance et la santé. Vous êtes des experts de la chose probablement pour plusieurs d'entre vous qui êtes avec nous ce soir. Alors, j'apprendrai rien à personne si je résume en disant que être un proche aidant, c'est penser à l'autre constamment. Et c'est aussi, pour les aider qui ont des troubles cognitifs, penser pour l'autre. Et c'est donc, à quelque part, exister parfois un peu pour deux. Et c'est ce qui nous fait dire parfois qu'on a l'impression de vieillir un peu en double quand on est un proche aidant, soi-même vieillissant. Et ça finit par prendre à peu près toute la place dans notre quotidien, dans notre existence. Et ça nous amène à jouer toutes sortes de rôles, dont celui de s'improviser tantôt infirmière, tantôt pharmacien, tantôt physiothérapeute, ergothérapeute. Vous le vivez au quotidien. Alors ce soir, on va essayer de vous remettre dans votre rôle de soignant et de celui qui voit apparaître certains changements et qui a à déterminer est-ce que je dois m'inquiéter, est-ce que je faillis à ma tâche de vouloir protéger, de maintenir l'intégrité, la sécurité en n'en parlant pas à personne, ou est-ce que je dérange, parce qu'on a souvent peur de ça aussi quand on est proche aidant, est-ce que je dérange en demandant des explications ou en demandant de l'aide pour quelque chose qui n'en mérite pas. Alors, la proche aidance, c'est penser à l'autre et pour l'autre, et ça fait en sorte que tranquillement, pas vite, on en vient à s'oublier et à devenir presque invisible. Et tout ça va avoir des impacts au niveau de la santé du proche aidant aussi. Alors, je voudrais vraiment que vous écoutiez cette présentation ce soir avec ces deux lunettes-là. Les changements qui s'opèrent chez l'aidant, chez l'aidé et qui inquiètent le proche aidant, et les changements qui peuvent survenir aussi chez le proche aidant, qu'on essaie de balayer en dessous du tapis, mais qui nous rend vulnérables, qui nous fragilise. Et puis, évidemment, on redoute tous ce moment où on ne sera plus capable de pouvoir prendre soin de notre aidé parce qu'on a négligé ou méprisé certains signaux d'alarme ou certains symptômes avec l'avancée en âge, avec le passage du temps. Voilà pour la proche aidance. Maintenant, les changements du vieillissement. Quelques mots du vieillissement d'abord. J'aime beaucoup faire une analogie du vieillissement avec l'adolescence. Il y a un synonyme pour le mot vieillissement qui est sénescence. C'est peut-être pas un mot très chic, très élégant, mais ça nous ramène vraiment à ce caractère inévitable et tout à fait naturel du vieillissement. Certains diront que c'est la seule justice. Si on a le privilège de ne pas avoir trop de maladies, bien, on va tous passer par cette étape du vieillissement. On a arbitrairement, comme société, établi qu'à 65 ans, on devenait un aîné. Ça repose vraiment sur une construction sociale qu'on pourrait tout à fait déboulonner aujourd'hui si on reprenait le même exercice qui s'appuyait sur des objectifs ou des observations plutôt économiques à l'époque. Mais disons donc que cette étape de la vie, elle est universelle et malgré le fait qu'elle soit universelle, que tout le monde traverse ce vieillissement, ce passage de l'âge adulte à l'âge au troisième âge puis au quatrième âge, il est tout aussi physiologique que l'adolescence. Ce qui est intriguant, c'est pourquoi on lui attache autant de connotations négatives par rapport à l'adolescence. Et c'est peut-être des liens que vous pourrez faire avec d'autres webinaires où on vous parlera de la bientraitance et du regard positif qu'on doit avoir sur le vieillissement. Outre le fait d'être universel, le vieillissement est un phénomène aussi qu'on dit involutif ou de décroissance. Alors, effectivement, on verra ce soir que plusieurs organes, plusieurs fonctions s'altèrent en vieillissant dans le sens d'une régression, d'une diminution de capacité. Mais je ne voudrais quand même pas qu'on perde de vue qu'il y a beaucoup de positifs dans le vieillissement. Et si on était ce soir dans une salle ensemble plutôt qu'en virtuel, je me serais certainement amusée à vous demander qu'est-ce que c'est vieillir et puis avoir sorti les... ça ratatine, ça plisse, ça craque de partout, ça fait mal, ça va moins vite. Il y aurait quelqu'un qui aurait éventuellement levé la main en disant « Oui, mais c'est aussi l'expérience, la sagesse, c'est avoir du temps, c'est pouvoir se donner le luxe de choisir ce qu'on fait, c'est garder les petits-enfants quand ils sont tranquilles puis les retourner chez eux quand ils sont malcommodes. » Donc, il y a aussi du positif dans ce phénomène du vieillissement. Paradoxalement, le vieillissement, il est
universel, mais il est tout autant hétérogène et unique. C'est-à-dire que tout le monde vieillit, mais que personne ne le fait de la même façon. Et j'insiste vraiment sur ce message ce soir, vous êtes unique. Et tout ce que je vous dirai par rapport au changement du vieillissement, je ne l'invente pas, ça vient évidemment de la littérature scientifique, mais vous aurez peut-être parfois tendance à sourciller en vous disant « Ah, c'est drôle, ce changement-là, moi, je ne l'observe pas chez moi ou je ne le note pas chez mon proche. » Et vous allez avoir tout à fait raison, c'est-à-dire que tout le monde ne développe pas à 100% toute l'expression de toutes les manifestations possibles du vieillissement, parce que tout ça est modulé par la génétique qu'on a reçue. Certains ont une génétique plus favorable pour vieillir bien et vieillir longtemps. Puis il y a aussi le rôle de l'environnement, tout ce à quoi on va avoir été exposé durant notre vie, incluant également les habitudes de vie qu'on aura adoptées. Donc, je pourrais avoir un excellent bagage génétique avec 2 parents qui sont morts centenaires. Si j'ai fumé toute ma vie, bu, travaillé dans le fond d'une mine, pas fait d'exercice, prendre la forme de mon lazy boy quand je suis chez moi, en mangeant des croustilles et des boissons gazeuses, ça se peut très bien que je ne vive pas aussi vieux que mes parents, même si j'y étais prédestinée. Et à l'inverse, si j'étais moins favorisée du point de vue de mon hérédité ou de ma génétique, mais que j'ai fait attention, que j'ai adopté de bonnes habitudes de vie, que j'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement où il n'y a pas trop d'exposition à des pathogènes, à des microbes, à des toxiques, à des produits chimiques, mais je pourrais vieillir mieux. Donc, tout ce que je dirai ce soir est susceptible de s'appliquer aux uns comme aux autres, mais vous constaterez quand même qu'il y a des différences entre nous dans la manière qu'on va vieillir. Et c'est justement parce que cette grande hétérogénéité à travers le processus de vieillissement qu'on va utiliser en gériatrie, qui est la science médicale du vieillissement, ce qu'on appelle le critère de l'inévitabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on observe des grandes cohortes, des grands groupes de personnes vieillissantes, quand on est capable d'observer que telle modification se retrouve chez la majorité, c'est-à-dire souvent au-dessus de 80% du contingent de la population qu'on observe, on va considérer que le changement est normal. Je vous donne un exemple facile à comprendre, la ménopause. 100% des femmes connaissent à un moment donné, autour de la cinquantaine, parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard, le changement qu'est la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt des menstruations et toutes sortes d'autres inconvénients et inconforts, mesdames, que vous reconnaissez, que vous avez peut-être connus. Et donc, puisque 100% des femmes vivent ces changements-là, ils sont des phénomènes normaux du vieillissement. À l'inverse, la maladie d'Alzheimer, même si tristement elle peut toucher au Québec jusqu'à 30% des gens de 80 ans et plus, ce n'est pas une proportion suffisamment importante au plan mathématique pour en faire un élément de normalité. Donc, vous comprenez vraiment que c'est vraiment sur la base de la fréquence ou de la prévalence d'une observation que va reposer la prétention de dire que tel changement est normal par rapport à tel autre. Nous allons donc aborder ces différents changements et pour que ce soit peut-être plus facile à suivre, j'ai choisi de vous présenter ça vraiment par système ou par organe. Donc, on va commencer par aborder l'état général de la personne de 65 ans et plus. Et puis, petit à petit, on va passer à travers les différents systèmes, la peau, les organes des sens, le cœur, les poumons, la digestion et ainsi de suite. Donc, ça va peut-être être plus facile à suivre que si j'avais mis tous ces changements-là sur une espèce de ligne de temps où je vous aurais probablement perdu. Alors, au niveau de l'état général, très souvent, les personnes vieillissantes, et puis je vais surtout parler ici des gens de 75 ans et plus, et même de nos grands aînés, 80, 85 ans et plus, vont nous parler, vont nous rapporter avoir un plus petit appétit. Alors, quand on est un jeune, quand on est un adulte et qu'on n'a pas d'appétit, en général, ça cache quelque chose. On a le réflexe de se dire, je couvre une grippe, je dois avoir un problème de santé. On s'imagine le pire. Et c'est pour ça que de savoir qu'en vieillissant, l'appétit de façon normale peut diminuer, mais ça peut être rassurant dans la mesure où il n'y a pas d'autres signes ou symptômes d'inquiétude qui s'y associent. L'appétit est conditionné par 2 principaux facteurs. Par notre dépense énergétique.
quand on est jeune, puis qu'on va bûcher du bois dans la forêt, quand on rentre à la maison, on a faim parce qu'on s'est dépensé, parce qu'on a brûlé les calories, parce qu'on a éliminé ce qu'on a mangé le repas d'avant et donc on a faim. Or, en vieillissant, on devient de plus en plus sédentaire et si on cumule différents problèmes de santé qui nous font petit à petit perdre de l'autonomie, on a une moins grande dépense énergétique. Le corps est une machine très bien faite. Vous allez m'entendre vous répéter ça plusieurs fois ce soir. Et il le sait qu'il n'a pas dépensé suffisamment pour sonner la clochette de l'heure du repas pour donner donc la sensation de faim. L'autre stimuli pour avoir de l'appétit, avoir faim, c'est lorsque l'estomac se vide. Et on verra aussi dans quelques diapositives qu'en vieillissant, tout le tube digestif se contracte au ralenti. Donc, la vidange de l'estomac, être capable de vider complètement son estomac après un repas pour à nouveau sentir la faim, se trouve diminuée en vieillissant. Donc, on a ici deux excellentes raisons pour peut-être ne pas toujours s'inquiéter du fait que petit à petit, au fil des mois, au fil des années, on trouve que l'assiette de notre aîné, de notre aidé vieillissant se vide moins bien. Évidemment, il faut toujours être à l'affût s'il n'y a pas d'autres symptômes qui accompagnent la perte d'appétit, mais celle-ci, par défaut, s'il n'y a pas d'autres explications, peut tout à fait être imputée au vieillissement. Du fait qu'on mange un petit peu moins, le poids va avoir tendance aussi à diminuer de façon physiologique, de façon normale en vieillissant. Et ce n'est pas seulement parce que les apports diminuent un peu, c'est surtout parce qu'en vieillissant, on perd de la masse musculaire. Même quand on est un aîné actif, nos muscles vont diminuer de volume, vont s'atrophier. On a un mot savant dans notre jargon médical pour traduire ce phénomène-là, qui est la sarcopénie. Alors, les muscles deviennent moins forts, moins puissants, moins gros. Et comme les muscles représentent une partie de notre masse corporelle, mais ça va se traduire évidemment par un poids un peu à la baisse. En contrepartie, on va gagner des graisses corporelles. C'est ce qui va faire que la morphologie du corps va changer et que souvent, à l'œil, on n'aura pas nécessairement l'impression que la personne s'est amaigrie tant que ça parce qu'on gagne un petit peu en graisse corporelle. Et pourquoi est-ce qu'on gagne en graisse corporelle? À nouveau, c'est parce que le corps est une belle et bonne machine qui sait ce qui est bon pour lui. On a une tendance à devenir un peu hypothermique en vieillissant, c'est-à-dire que notre température corporelle, notre thermostat intérieur qui se cache à quelque part en profondeur de notre cerveau, se régule à une valeur un peu inférieure par rapport à l'âge adulte. Donc, il n'est pas rare chez la personne aînée de constater que sa température est autour de 36 au lieu d'être autour de 37, sans que ce soit, je parle en Celsius, donc sans que ce soit un indice de maladie ou d'une condition anormale. Alors, le corps étant un peu plus froid, on est plus frileux, et il va avoir le réflexe d'essayer de produire un peu plus de graisse corporelle à partir de ce qu'on mange et de les répartir notamment un peu plus au niveau du thorax et de l'abdomen, donc au niveau du tronc. Pourquoi? Pour aller protéger, garder au chaud d'une certaine façon les organes nobles, les organes importants, ce qu'on appelle aussi les organes vitaux. Donc, le cœur, les poumons, le foie, les reins vont devenir un peu enrobés, enveloppés par cette graisse-là qui les garde bien au chaud, puisque ce sont des organes qui ont besoin quand même de rester au chaud pour bien fonctionner. Et c'est ce qui va faire qu'on va donc avoir des personnes en vieillissant dont le poids peut baisser un petit peu, qui vont avoir des muscles atrophiés, diminués, notamment visibles au niveau des mains, des avant-bras, parfois même au niveau du visage, avec les tempes qui deviennent plus creusées, les joues qui sont plus creusées, mais qui vont avoir quand même un bon petit bedon, puis des bonnes foufounes. Alors, je suis convaincue que vous êtes tous derrière l'écran des gens qui avaient le sens de l'humour. Je vais me permettre de vous mettre une petite image qui est celle de M. Patate. Alors,
J'utilise ici une comparaison qui a été faite un jour par une de mes patientes. Peut-être même qu'elle m'écoute, alors elle va se reconnaître si elle m'écoute, parce que c'est l'exemple qu'elle m'a donné. Une dame qui était toujours un peu fâchée quand elle venait me voir, de me dire « ça n'a pas de bon sens, l'âge que ça nous fait ». C'était une dame qui jouait beaucoup de piano. Chaque fois qu'elle se mettait au piano, elle voyait ses mains de plus en plus décharnées parce que la musculature quittait petit à petit ses mains et ses avant-bras. Mais ce qui la choquait le plus, c'est que malgré qu'elle maigrissait, en guillemets, des bras, pour utiliser son expression, elle était obligée d'agrandir un petit peu sa ceinture quand elle s'habillait, quand elle mettait des pantalons ou des jupes. Elle trouvait ça bien insultant. Et elle disait chaque fois, j'ai encore l'air de Madame Patate, ou on a tous l'air de Monsieur Patate quand on vieillit avec un gros bedon, des petits bras, des petites jambes. Alors, c'est vraiment pour vous faire sourire. Vous voyez vraiment pas dans ma comparaison un manque de respect. C'est vraiment pour vous garder attentif et puis vous faire sourire, mais vous allez vous rappeler encore mieux de ce que je vous explique avec ma petite image. Donc, moins d'appétit, des changements morphologiques en vieillissant, une tendance à l'hypothermie qui explique donc pourquoi en plein mois de juillet, grand-papa, il garde sa camisole, son chemisier, son chandail de laine, puis qu'il veut sa doudou quand on l'assoit sur la galerie parce que la petite brise fait qu'il y a froid. C'est physiologique, c'est vraiment, quand il vous dit qu'il y a froid, il y a vraiment froid. Et donc, tout ça s'explique et s'attache ensemble. On va avoir aussi une certaine fatigue, ou je parlerai peut-être même davantage de fatigabilité au cours du vieillissement. Une moins grande tolérance à l'effort, une moins grande endurance à l'effort. Vous devinez que si j'ai moins de muscles, bien, chacun de mes muscles peut travailler un petit peu moins longtemps aussi en vieillissant. Donc, à l'activité physique, ça va être encore plus rapide de sentir la fatigue m'envahir. Et puis, on verra aussi un peu plus tard au niveau cardiovasculaire que la pompe, le cœur, c'est une pompe. Cette pompe-là fonctionne moins bien en vieillissant, même sans avoir aucune maladie cardiaque. Le cœur pompe un peu moins bien et c'est le cœur qui envoie à nos muscles, à tous nos organes importants, l'oxygène, le sucre, tout le carburant dont nos organes ont besoin pour bien fonctionner. Donc, tout ça explique pourquoi en vieillissant de façon normale, on peut devenir un peu moins tolérant à l'effort. Je termine avec le sommeil, puisque le réflexe qu'on peut avoir si on se sent fatigué, c'est de se dire, bien, je vais dormir, je vais refaire le plein d'énergie, je vais recharger la batterie, puis ça va bien aller. Le sommeil change aussi beaucoup en vieillissant. Je vous dirais que l'insomnie sous toutes ses formes, c'est probablement une des plaintes qui m'est traduite le plus souvent dans mon quotidien. La sensation de mal dormir, d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, de se réveiller fréquemment, de se sentir moins reposé au moment du réveil. Et évidemment, chaque fois qu'est portée à notre attention une insatisfaction par rapport au sommeil, une insomnie, on a un grand exercice à faire comme professionnel de la santé parce que derrière ça, il peut se cacher toutes sortes d'explications, que ce soit des médicaments, de la douleur, de l'essoufflement, l'envie d'aller à la toilette pour faire pipi, etc. Donc, il y a toutes sortes d'explications possibles, mais il se peut aussi que ce soit simplement l'effet du vieillissement, puisqu'en vieillissant, notre sommeil est moins profond. Le sommeil se divise en différents stades de sommeil léger et de sommeil profond. Et malheureusement, en vieillissant, on conserve beaucoup de temps en sommeil léger. Ça veut dire que quand le plancher craque, on peut se réveiller et on se rendort ensuite. Et beaucoup moins de sommeil profond, qui est la partie la plus récupératrice du sommeil. On a aussi un changement au niveau du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est la période où on rêve. Alors, on rêve d'une façon un peu différente en vieillissant et probablement que sur la durée totale de la nuit, on a moins de minutes dans cette période de rêve, qui est aussi la période où notre cerveau libère son stress, où on évacue tout ce qui a eu d'émotions positives, mais aussi négatives dans la journée. Et on en aurait un petit peu moins de ces minutes précieuses-là durant le sommeil en vieillissant. Et c'est peut-être ce qui explique donc qu'au réveil, on se sent moins reposé. La contrepartie, c'est qu'on a la facilité en vieillissant de trouver le sommeil dans l'après-midi, de faire des siestes.
Dit autrement, sur un 24 heures, la plupart des personnes aînées qui le peuvent, si elles font une sieste dans l'après-midi, vont avoir été chercher les quelques minutes de sommeil qui leur manquaient pour avoir un temps de sommeil suffisant sur un 24 heures. Le danger, c'est de se mettre au lit l'après-midi pour une longue durée. Si vous vous couchez pendant plus d'une demi-heure dans l'après-midi puis que vous dormez longtemps, là, vous risquez de déphaser complètement votre cycle du sommeil. Et quand vous allez à 21h, 22h, 23h, vous mettre au lit pour la nuit, peut-être que là, vous allez avoir de la difficulté à vous endormir. Alors, souvent, un truc qu'on donne pour les gens qui ont des problèmes à dormir et à rester endormi la nuit, autant pour vous comme proche aidant que pour votre aidé, c'est d'éviter les siestes trop longues dans l'après-midi. Moi, je recommande vraiment de ne pas dépasser plus de 30 minutes et idéalement avant 15 heures. Donc, tout de suite après le dîner, on laisse un peu la digestion se faire et puis on peut faire le petit roupillon parce que si vous dormez plus tardivement dans l'après-midi, encore une fois, votre corps devient tout mêlé puis ne comprend pas pourquoi à 20 h ou à 21 h, vous le remettez au lit, il va se dire, ben, je ne suis pas fatigué, pourquoi il faut que je dorme? Puis vous allez entrer dans l'espèce de cercle vicieux de l'insomnie. Voilà pour les différents changements de l'état général. Alors, on voudrait tous pouvoir dormir comme le petit chaton qu'on voit sur l'image ici, mais malheureusement, en vieillissant, il y a plusieurs explications, plusieurs raisons pour lesquelles le sommeil est peut-être un peu moins réparateur que lorsqu'on était un jeune adulte. Quelques mots maintenant au niveau de ce qu'on appelle la peau et les fanères. Encore un mot savant ici. Fanères, ça représente les cheveux, les poils, les ongles, donc qui sont aussi les accompagnateurs de la peau. Alors, j'apprendrai rien à personne qu'en vieillissant, il est tout à fait normal de noter des changements au niveau des cheveux. Si je vous affirmais dans la petite photo qui vient d'apparaître que les 3 hommes qui sont là sont 3 frères, vous me retourneriez probablement sur les bancs de l'école en disant « Docteur Morin, tu n'as pas appris les bonnes affaires quand tu as fait ton cours de gériatre parce que c'est sûr que l'homme au milieu et celui qui est à la droite ne sont pas des jeunes adultes dans le même groupe d'âge que celui qui est à l'extrême gauche. » Pourquoi? Parce qu'il y a des signes extérieurs qui les trahissent, le grisonnement des cheveux, l'alopécie, c'est-à-dire la perte progressive des cheveux, notamment sur le dessus de la tête, comme vous pouvez voir sur la tête de l'homme au centre, donc une calvitie ou une alopécie, qui sont le fait beaucoup des hommes en vieillissant à des degrés divers. Il y a beaucoup d'hérédité qui rentre en ligne de compte là-dedans, mais les femmes aussi en vieillissant connaissent cette perte de cheveux-là. Pour plusieurs dames aussi, le cheveu devient plus fin, plus clairsemé et le grisonnement, évidemment, va apparaître. Alors, quand on dit « seul mon coiffeur le sait », c'est vrai. Il y a des gens qui trichent. On a tout à fait le droit d'eux. C'est bien correct. Mais en vieillissant, la plupart du temps, on a donc cette décoloration-là des cheveux et des poils partout sur le corps, incluant les poils pubiens, parce que les cellules qui sont capables de fabriquer la couleur de notre pilosité, de donner les pigments, sont des cellules qui s'épuisent précocement dans le vieillissement et donc l'usine à peinture physiologique disparaît petit à petit. On va voir aussi apparaître au cours du vieillissement des rides. Vous voyez cette femme qui est apparue sur l'écran, comme elle est belle. Elle a toute sa vie d'inscrite dans son visage à travers les rides du sourire qu'on peut voir dans les coins de sa bouche. Donc, c'est toute sa vie qui est là. Alors, tout ça, ça traduit le fait qu'en vieillissant, on perd dans les couches de la peau ce qu'on appelle l'élastine, qui donne l'élasticité de la peau. Alors, la peau devient ridée, la peau devient aussi lâche, flasque, pendouillante. J'ai entendu au cours de ma carrière toutes sortes de qualificatifs pour décrire le fait que la peau devient un peu flasque comme ça. Et c'est aussi quelque chose qui est tout à fait physiologique ou normal. Vous aurez beau acheter toutes les crèmes que vous voudrez au monde, tôt ou tard, c'est des changements qui risquent de vous apparaître. La peau devient également beaucoup plus sèche en vieillissant. Elle se déshydrate facilement, à plus forte raison si on est dans un environnement surchauffé, si on utilise des savons parfumés, si on ne s'hydrate pas beaucoup, si on ne boit pas beaucoup.
tout ça va faire en sorte que la peau devient plus sèche, sèche au point parfois de desquamer, hein, d'avoir des petites, comme s'il y avait des petites pellicules partout sur la peau. Ça peut même donner l'aspect un peu d'écaille de poisson, notamment sur les avant-jambes et les avant-bras. Donc, vraiment une sécheresse qui est esthétiquement désagréable, mais si ce n'était qu'esthétique, ce serait un moindre mal. Le défaut de la peau sèche, c'est que ça donne souvent des démangeaisons, ce qu'on appelle du prurite. Donc, les gens sont inconfortables, se grattent. Ça peut même être parfois une très bonne explication à l'apparition de troubles de comportement chez des personnes, par exemple, qui ont une maladie d'Alzheimer, qui ne seront pas capables de nous mettre ça en mots, que ça leur démange et que ça leur gratte partout, mais c'est quand même peut-être quelque chose qu'on doit avoir en tête et à ce moment-là, évidemment, la crème hydratante peut être une bonne solution. Et quand on se gratte beaucoup, on peut, à la force de se gratter, amener des vraies lacérations, des vrais graphings au niveau de la peau, des ulcérations qui vont être entretenues par le grattage. Donc, mieux vaut prévenir que guérir et puis veiller à bien hydrater la peau. Une peau qui est fragile aussi, vous le savez, il faut être très prudent, par exemple, quand on enlève un diachylon à une personne aînée, parce que si on le fait de façon un peu trop vigoureuse, un peu trop rapide, bien souvent la peau saine en dessous du diachylon va venir avec le diachylon et puis là, on agrandit le bobo, on agrandit la plaie qu'on voulait protéger avec le pansement. Donc, il faut faire attention. Ça aussi, c'est des changements normaux qui apparaissent avec l'âge et le fait que les plaies guérissent moins bien, que ce soit parce que je suis tombée, je me suis accrochée, je me suis fait une lacération, bien, ça va prendre plus de temps à guérir, souvent 2 semaines, 3 semaines facilement avant que la plaie guérisse, que la gale tombe et qu'il y ait en dessous un semblant de peau neuve. Les plaies chirurgicales aussi vont guérir beaucoup plus lentement chez la personne de 75 ans, 80 ans que chez le jeune adulte. On va voir apparaître aussi plusieurs changements au niveau de la peau sous forme de taches ou de plaques, notamment des taches brunâtres qu'on appelle dans notre jargon des kératoses séboréiques. Il faut comprendre que notre peau est exposée toute la vie durant au soleil. Pour ceux et celles d'entre vous qui avez peut-être au-delà de 75 ans, je suis convaincue que vous êtes allés jouer dehors comme enfant, parce que oui, il fut une époque où les enfants jouaient dehors, sans mettre de manches longues, de chapeau à grand rebord et de crème ombrelle 45, ou prenez n'importe quelle autre sorte de crème que vous voulez, comme lotion solaire. Donc, la peau des aînés d'aujourd'hui, des aînés actuels, a accumulé les effets des rayons ultraviolets du soleil. Et ça va se traduire par différentes plaques brunâtres, taches brunâtres. L'important, c'est de surveiller l'évolution de ces plaques-là. Et si jamais elles s'agrandissent, si jamais elles s'ulcèrent, qu'elles saignotent ou encore qu'elles deviennent douloureuses, parce que normalement, toutes ces lésions brunâtres-là sont indolores, c'est de les porter à l'attention d'un médecin ou d'une infirmière pour s'assurer qu'il n'y a pas une transformation vers un cancer de peau. Les cancers de peau, on n'en entend pas beaucoup parler parce que ce sont heureusement des cancers qu'on peut facilement guérir. Très souvent, on fait l'excision et ça s'arrête là. Il n'y a pas de conséquences, contrairement à beaucoup d'autres cancers qui peuvent donner des métastases, puis avoir une évolution plus défavorable. Et il n'en demeure pas moins qu'en termes de prévalence, c'est probablement une des formes de cancer les plus fréquentes chez les aînés. Donc, ça vaut la peine, souvent je dis à mes patients, ça vaut la peine au moins une fois par année qu'on fasse le tour, vraiment un examen, pas de jaquette, on regarde la peau partout pour être capable de voir est-ce qu'il y a des plaques suspectes dont on prend bien note, on les observe comme il faut, on les décrit dans le dossier, puis on les revoit 6 mois ou 1 an après pour être sûr qu'il n'y a pas de changement. Puis intervenir précocement s'il y a lieu, évidemment. Il y a des plaques rouges aussi qui vont tendre à apparaître sur la peau en vieillissant. Je vous mets une image qui va illustrer ce dont je veux parler. Vous voyez sur les avant-bras ici des plaques, des taches, des placards rougeâtres non palpables qu'on appelle du purpura sénile ou du purpura associé au vieillissement. C'est un mot qu'on n'aime pas utiliser, sénile, mais il y a encore beaucoup de vocabulaire médicaux, là, de jargon médical qui utilise cette appellation-là. Donc, du purpura qui traduit la fragilité de la peau
puisque la peau est fragile, les petits vaisseaux sanguins qui la nourrissent vont se rupturer facilement dès que je me cogne un petit peu, ou même si je m'appuie trop longtemps sur une surface dure, le petit capillaire, la petite veine, la petite artériole va rupturer, fissurer, laisser sortir un petit peu de sang, puis ça donne ces placards-là sur la peau. Vous comprenez que si en plus je prends un médicament qui éclaircit le sang, que ce soit de l'aspirine, du Coumadin ou d'autres médicaments plus nouveaux, bien, on peut avoir des placards encore plus importants. Ce n'est pas dangereux, c'est strictement esthétique. Ça peut parfois, en guérissant, laisser une tache brunâtre plutôt que se résorber complètement, mais c'est important de savoir ce que c'est pour ne pas s'en inquiéter outre mesure. Comme autre changement au niveau de la peau et des fanères, on a les ongles, autant les ongles des mains que les ongles des pieds, des orteils, qui vont tendre à devenir de plus en plus épais, cassants, et ça devient très difficile de faire la manucure et la pédicure lorsque les ongles sont vraiment très déformés, très épaissis. Et si vous cherchez un cadeau de Noël à faire à un de vos proches cette année, bien, je vous suggère de penser à lui offrir un soin de pied ou des soins pour les ongles parce que ça devient vraiment parfois très difficile. Et à plus forte raison, si on a un proche, par exemple, qui peut être diabétique ou qui a des problèmes de circulation sanguine dans ses jambes, par exemple, d'avoir des bons soins de pied avec des pédicures qui sont bien faites, c'est évidemment extrêmement important. Que vous trouvez toujours la présentation intéressante. Je poursuis. J'aurai l'occasion de répondre à vos questions à la fin si vous en avez. Je vous invite à les laisser dans la partie questions-réponses qui est dévolue à cette fin. On va parler maintenant des yeux et de la vision, puisque c'est à ça que les yeux servent. Alors, de façon un peu paradoxale, en vieillissant, les yeux sont souvent à la fois larmoyants et secs. Ça peut avoir l'air contradictoire, mais en fait, on fabrique un peu moins de larmes en vieillissant, d'où les yeux secs. Il y a beaucoup de médicaments en plus qui vont avoir comme effet secondaire d'assécher les yeux. Donc, il faut avoir aussi ça en tête. Et comme on a des paupières qui deviennent un peu plus lâches en vieillissant, pourquoi est-ce que les paupières deviennent lâches? C'est qu'on a moins de muscles, on a des muscles autour des yeux, on a moins de graisse au niveau du visage. On a vu ces changements-là dans une des premières diapos. Donc, nos paupières, dont le travail est de retenir les larmes dans l'œil pour humecter le devant de l'œil, pour lubrifier l'œil, bien, les paupières, ils font moins bien leur travail et ils vont laisser échapper le contenu des larmes. Donc, ce qui contribue à entretenir aussi la sécheresse oculaire. Donc, très souvent, les gens nous disent « les yeux me piquent, les yeux me grattent, c'est sec », mais en même temps, j'ai toujours les joues mouillées parce que ça coule, je ne suis pas capable de m'empêcher d'avoir l'air de pleurer, même si je n'ai pas de peine, les yeux coulent tout seuls. Évidemment que pour les yeux secs, la meilleure réponse qu'on peut donner aux gens, c'est d'utiliser des larmes artificielles pour essayer au moins de remplacer ce qui est perdu par les qui sont un peu paresseuses. On a des changements aussi au niveau de la vision en vieillissant. Le changement le plus universel, celui vraiment là, qui risque que vous le reconnaissiez pour vous-même si vous êtes un aîné, c'est ce qu'on appelle la presbytie, c'est cette difficulté à accommoder la vision, à faire le focus pour la vision de près. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit par les bras qui rallongent quand on lit le journal parce qu'on doit petit à petit, avec le temps, avec les mois, les années qui passent, éloigner le journal pour être capable de bien lire les petits caractères jusqu'à ce qu'on se décide à faire un bon examen de la vue, puis à obtenir des verres correcteurs pour cette fameuse presbytie, qui est un changement normal de l'œil en vieillissement et de la vision en vieillissant. L'œil devient aussi un peu plus paresseux pour ce qui est notamment d'apprécier la profondeur des choses. Alors, par exemple, quand j'ai à quitter le trottoir ou à descendre d'un autobus, bien apprécier la hauteur de la marche pour éviter de tomber peut devenir un peu plus difficile. On a aussi de la difficulté plus à distinguer les couleurs. Alors, encore une fois, au sol, parfois, les contrastes de couleurs peuvent être importants pour nous indiquer qu'il y a un seuil de porte ou à nouveau qu'il y a une marche ou qu'il y a un obstacle quelconque. Et ça devient plus difficile, notamment pour distinguer les bleus et les verts.
L'œil va avoir aussi beaucoup plus de difficultés à s'ajuster dans l'obscurité. Vous avez peut-être déjà observé dans le noir les yeux des chats, comment leur pupille devient grande, devient toute dilatée pour justement laisser entrer et éclairer leur rétine, qui est l'écran qui permet de voir, laisser entrer le petit filet de lumière qui reste dans l'environnement. Notre œil comme humain fait la même chose, mais malheureusement, quand on avance dans l'âge, 75, 80 ans, la capacité de la pupille à se dilater pour laisser entrer le petit filet de lumière du lampadaire dans ma rue alors que je me rends dans ma salle de bain par mon long corridor qui n'est pas éclairé, ça va être plus difficile. Et possiblement qu'il y a certaines chutes qui apparaissent la nuit qui s'expliquent par le fait justement que l'œil est plus capable de s'ajuster aussi bien à l'obscurité, d'où la recommandation qu'on fait souvent de garder une veilleuse, notamment sur le trajet de la chambre à coucher vers la salle de bain pour éviter ces difficultés visuelles-là. On va voir apparaître aussi très fréquemment en vieillissant des cataractes, c'est-à-dire un jaunissement puis une opacification du cristallin, qui est l'espèce de petite lentille dans le devant de l'œil qui est un peu le diaphragme d'un appareil photo, si vous voulez faire l'analogie. Alors, imaginez que votre appareil photo a une lentille que vous n'avez pas nettoyée depuis plusieurs années. Évidemment que la photo que vous allez prendre, elle va être floue. Il va y avoir des halos autour des lumières et puis vous n'aurez pas des images distinctes, des images claires. Alors, c'est exactement ce que ça fait des cataractes. 80% des gens de 80 ans qui n'ont pas été opérés précédemment pour des cataractes, si on examine leurs yeux, on va voir des changements en lien avec cette opacification-là de leur cristallin. Donc, c'est vraiment un changement qui est fréquent. Heureusement, c'est une entité pour laquelle on a un traitement, ça s'opère, donc on peut remplacer la petite lentille par une toute neuve, toute claire, qui va permettre de sauvegarder la vision. C'est des chirurgies qui sont relativement bénignes, relativement simples et que j'aurais tendance à vous encourager à faire plus tôt que tard pour être capable de continuer à voir tout ce qu'il y a de beau qui nous entoure, vos petits-enfants, vos proches, etc. Donc, voilà pour les cataractes. Les autres maladies de l'œil, glaucome et dégénérescence maculaire, je les ai mentionnées ici comme étant vraiment pas des changements normaux du vieillissement, mais ce sont quand même des conditions, des maladies de l'œil qui sont très fréquentes et qui justifient à nouveau la recommandation qu'on formule très souvent aux aînés, qui est d'aller passer au moins un examen de la vue une fois par année, au pire une fois par 2 ans. Et vraiment, si vous avez du diabète ou de l'hypertension ou que votre proche souffre de ces maladies-là, ça peut être très important de faire vraiment examiner leur vision pour traiter ces conditions-là si elles sont présentes et éviter éventuellement, évidemment, de perdre la vue. Ce qui n'est jamais normal en vieillissant, c'est de voir double. Donc, si quelqu'un vous décrit, si votre proche ou vous-même avez l'impression de voir les objets se dédoubler un par-dessus l'autre ou un côte à côte, c'est jamais normal. Ça mérite que vous en parliez à votre médecin ou à une infirmière et de perdre subitement la vision d'un œil, même si c'est juste quelques minutes et que ça récupère tout de suite après, c'est jamais normal. On ne peut jamais expliquer ça par aucun des changements normaux du vieillissement. Donc, ces deux manifestations-là, vraiment, vont mériter que, sans trop de délai, vous les portiez à l'attention d'un professionnel de la santé. Peut-être pas dans l'heure à venir, évidemment, là, mais dans les jours, semaines qui suivent, ça mériterait l'attention de quelqu'un du domaine de la santé. Je quitte les yeux pour aller vers les autres organes des sens, les oreilles et l'audition, le nez, la bouche. En vieillissant, on a de façon physiologique et normale une acuité auditive qui diminue pour 2 raisons. D'abord, on a malheureusement une tendance à faire des bouchons de cire un petit peu plus en vieillissant, avec une cire d'oreille qui est plus déshydratée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plus durcie déjà dans le conduit auditif externe et qu'elle va donc s'éliminer naturellement, ce qu'on fait tous les jours de notre vie sans s'en rendre compte. On réussit à éliminer un petit peu de cette cire d'oreille-là. En vieillissant, ça devient plus difficile. Alors, vous devinez que si j'ai de la cire beaucoup dans mon oreille, puis qu'en plus, j'ai l'habitude de nettoyer mon oreille avec
un coton-tige, qu'on appelle communément un Q-tips, qui va juste servir à l'impacter encore plus, à le durcir encore plus dans mon conduit auditif, bien, je vais avoir une perte d'audition parce que le son ne peut plus être transmis jusqu'à mon appareil auditif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'idéalement, encore une fois, au moins une fois par année, par votre infirmière, par votre médecin, d'avoir un examen pour regarder s'il y a de la cire accumulée dans les oreilles pour pouvoir bien entendre. C'est important. Communiquer, entendre la sonnerie du téléphone, la sonnette de la porte, entendre mon proche qui vient de tomber. C'est essentiel, l'audition, donc ça peut valoir la peine. D'autant plus qu'en vieillissant, on a aussi un autre phénomène normal qui s'appelle la presbyacousie, encore un mot savant qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'en vieillissant, on perd tranquillement, pas vite, la capacité à entendre les sons aigus. Alors, par exemple, au téléphone, parler à mes petits-enfants de 3 ou 4 ans qui ont souvent des petites voix aiguës, ça peut présenter un plus grand défi pour moi que de parler à leur grand frère ado qui a une grosse voix comme ça quand il vous parle au téléphone. Donc, la perte des sons aigus et encore plus important, la perte de ce qu'on appelle le pouvoir de discrimination. C'est être capable d'entendre, par exemple, une conversation quand il y a du bruit de fond. Quand je suis à la cafétéria avec ma voisine de table et qu'elle essaie de me parler, s'il y a du brouhaha derrière, je suis plus capable de l'entendre me parler. Si j'essaie de parler au téléphone à mon fils pendant que la télévision ou le radio joue derrière, j'ai de la difficulté à comprendre. Si Dr Morin essaie de m'expliquer quelque chose dans une salle d'urgence où il y a toutes sortes de sonnettes puis de bruit en même temps, j'entendrai rien. Donc, c'est des changements normaux du vieillissement et puis qui vont faire en sorte que parfois, les premiers symptômes vont être la nécessité de répéter à notre proche parce qu'il n'a pas bien entendu. Et là, l'enjeu va souvent être, est-ce qu'il ne m'a pas entendu ou est-ce qu'il ne m'a pas compris? Parce qu'évidemment, il faut décoder le langage. Si votre proche a des troubles cognitifs, il se peut qu'il ne comprenne pas le message parce qu'il ne décode plus le langage. Mais la première étape, c'est toujours bien de l'entendre. Alors, une autre recommandation ici ce soir, c'est que si jamais vous ou votre proche commencez à avoir des problèmes d'audition, première étape, on regarde dans les oreilles pour s'assurer que ce n'est pas banalement un bouchon de cire. Si c'est le cas, ça se retire facilement. Et sinon, ensuite, on peut passer un test d'audition. Et si la conclusion de celui-ci, c'est qu'on mériterait une aide auditive, une prothèse, vous savez qu'il y a toutes sortes de modèles maintenant qui passent inaperçus. Ce n'est plus le cornet d'autrefois, là, quand on a besoin d'être appareillé. Alors, il vaut mieux le faire plus tôt que tard, justement avant que votre cerveau ait été tellement coupé du son que même une fois l'appareil installé, il ne reconnaîtra plus le langage. Ça arrive très souvent que les gens me disent « On s'est finalement décidé, Dr Morin, à faire des appareils auditifs à notre père. Ça faisait 5 ans qu'on attendait, qu'on branlait dans le manche, qu'on n'était pas sûr si on devait. On l'a fait. Il n'entend pas plus. En fait, dans les faits, il entend plus. C'est juste qu'il ne reconnaît plus parce que son cerveau a déjà oublié ce que c'était une voix, une parole, un son de téléphone. Donc, plus tôt on le fait, le mieux c'est. L'oreille s'occupe aussi de l'équilibre. Alors, chaque fois que quelqu'un se plaint de vertige, d'étourdissement ou de douleur à l'oreille, ce n'est pas normal. Le seul changement normal au niveau de l'oreille et de l'audition, c'est donc d'avoir une diminution à entendre les sons aigus et la discrimination quand il y a un bruit de fond. Autrement, on ne peut pas imputer ça au vieillissement et ça mérite d'en parler à un professionnel de la santé. Au niveau du goût et de l'odorat, malheureusement pour nous tous, en vieillissant, on perd un peu le sens du sucré et le sens du salé. Donc, tout ce qui fait qu'on mange et que c'est bon, on a besoin de rajouter du sel ou de rajouter du sucre pour que ça goûte aussi bon que dans le temps. Puis là, il y a des docteurs qui nous disent de ne pas trop saler parce qu'on fait de la pression, puis de ne pas trop sucrer parce qu'on fait du diabète. Ça fait quoi? Bien, ça fait que quand on mange, ça goûte plus bon parce qu'il reste juste le goût de l'amer et le goût de l'acide en bouche. Alors, c'est une des raisons aussi pour laquelle, en vieillissant, quand on traite l'hypertension ou le diabète, on a des cibles thérapeutiques, des objectifs de traitement beaucoup moins
sévère qu'à l'âge adulte, justement pour permettre à nos personnes vieillissantes de saler un petit peu, de sucrer, à défaut de pouvoir le faire, au moins d'utiliser des épices, de la vanille ou d'autres substituts, mais pour que l'alimentation reste intéressante puis éviter d'évoluer vers la dénutrition. Déjà qu'on n'a plus beaucoup d'appétit, il faudrait au moins qu'en mangeant, ce qu'on continue de manger goûte bon. Une autre façon de faire en sorte que ce qu'on mange goûte bon, c'est de prendre soin de sa bouche. De la même façon qu'on fait moins de larmes au niveau des yeux, on fait moins de salive aussi en vieillissant et donc la bouche devient plus sèche et ça devient aussi plus difficile d'entretenir une bonne santé bucco-dentaire. On a encore actuellement des aînés, là, je parle notamment des octogénaires qui ont connu l'époque des dentistes de cuisine, puis tant qu'arracher une dent, on les arrachait toutes, ce qu'on fait heureusement plus maintenant en 2020, mais on se retrouve avec des aînés actuellement qui ont des bouches en mauvais état avec des chicots, des dents cassées, des gencives inflammées, et vous devinez que tout ça aussi fait en sorte que l'alimentation peut être moins intéressante parce que ça goûte moins bon. Et on va souvent trouver dans l'examen de la bouche des explications surprenantes aux agitations, aux troubles du comportement, puis aux inconforts de nos aînés qui ont des troubles cognitifs et qui ne peuvent pas nous nommer comme tels, qui ont de la douleur ou qui ont de l'inconfort au niveau de la bouche. J'enchaîne avec les poumons puis la respiration. Donc, beaucoup moins d'endurance à l'effort lorsqu'on vieillit. La cage thoracique fait en sorte que les poumons se remplissent moins bien d'air, moins bien d'oxygène. Donc, on est moins endurant à l'effort. Cependant, au repos, la respiration reste libre et sans aucune entrave, sans aucune douleur. Chaque fois que vous noterez ou que vous présenterez de la toux avec ou sans des crachats, à plus forte raison, si quelqu'un crache du sang, vous devinez facilement que tout ça ne sont pas des changements normaux du vieillissement et que ça va mériter de porter ceci à l'attention d'un professionnel de la santé. Le sommeil peut aussi être perturbé par des ronflements, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Et cette apnée du sommeil-là peut expliquer, elle aussi, des troubles cognitifs. Donc, ça peut valoir la peine de porter à l'attention de votre médecin ou de son infirmière les ronflements importants de quelqu'un la nuit, parce que parfois, ça peut avoir un lien avec certains troubles cognitifs. Au niveau du cœur et de la circulation sanguine, on me fait signe ici un petit peu d'accélérer. Je vous avais prévenu que j'étais une verbomotrice et puis je vais tenter d'accélérer sans aller non plus trop vite. Donc, au niveau du cœur et de la circulation sanguine, je vous ai déjà expliqué au départ dans une des premières diapositives que le cœur était une pompe qui envoyait le sang, donc le sang plein d'oxygène, de sucre pour nourrir les organes importants. Et cette pompe-là, ben, elle pompe à 60, 70, 80 à la minute depuis 80 ans parfois. Alors, elle devient un peu moins efficace et c'est ce qui va faire en sorte que la tolérance à l'effort va être abaissée. On va avoir en contrepartie, justement parce que la pompe est moins forte, une tendance naturelle à la hausse de la pression artérielle. Pour que les organes soient irrigués, pour que jusqu'au bout de mon nez puis au bout de mes orteils, il y ait du sang qui arrive, il faut qu'il y ait de la pression dans le système. Et c'est pour ça qu'on va tolérer en vieillissant des valeurs de pression artérielle un peu plus hautes comme objectif de traitement que lorsqu'on était un adulte. Donc, on va avoir souvent un petit peu plus de tolérance à cet effet-là. Parce que la circulation se fait dans des vaisseaux sanguins un peu encrassés aussi par le poids des années, on va souvent remarquer chez nos aînés que les mains et les pieds sont un peu plus froids, mais ils demeurent bien colorés et la circulation sanguine quand même va bien s'effectuer au niveau des extrémités. Il faut juste bien penser à les protéger, notamment si on sort à l'extérieur, des bons bas, des bonnes bottes, des bonnes mitaines, pour éviter les engelures qui vont survenir plus facilement. Comme l'être humain est un bipède et qu'on a été debout la majeure partie de notre vie, la force gravitationnelle fait en sorte que dans les veines des membres inférieurs, la pression va être plus importante que dans les veines, par exemple, des membres supérieurs. Et c'est pour ça que c'est le lieu de prédilection d'apparition des varices, qui sont des dilatations
des veines au niveau des jambes. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez dans la jambe de gauche l'espèce de lacis veineux d'aspect un peu noueux derrière la jambe, juste en dessous du genou, qui traduit vraiment des varices. Donc, ce sont des observations qu'on va faire de façon très fréquente en vieillissant et ça va avoir tendance, ça, à s'accompagner très souvent d'un peu d'enflure au niveau soit du dos du pied ou des chevilles, parfois jusqu'à mi-mollet et qu'on va donc expliquer non pas par de l'insuffisance cardiaque, mais par des varices. Ces varices-là peuvent aussi parfois laisser des placards brunâtres parce qu'à force d'avoir une pression élevée dans la veine, il y a quelques globules rouges qui réussissent à s'en échapper et ça va donner des placards au niveau des faces intérieures et extérieures de la partie distale des deux jambes qu'on va appeler des dermatites de stase, donc des phénomènes, encore une fois, purement esthétiques et pas dangereux du tout. Ce qui ne sera jamais normal en vieillissant, c'est des serrements dans la poitrine qui vont évoquer donc des symptômes d'angine et ça, évidemment, c'est jamais un symptôme normal du vieillissement. J'enchaîne avec la digestion. Le transit digestif est plus lent en vieillissant. On a déjà parlé de l'estomac qui se vide moins rapidement, donc satiété précoce. On a pris 3-4 bouchées et déjà on n'a plus faim. Comme l'estomac se vide moins vite, on va avoir tendance à avoir aussi un petit peu plus de rapports, de rots, d'éructation ou de reflux. Puis on va avoir besoin souvent aussi de mastiquer plus longtemps en vieillissant, donc de vraiment ramener la bouchée à quelque chose de très mou et de facile à avaler. Tout le tube digestif fonctionne au ralenti et ça va se traduire à l'autre bout par une tendance presque universelle à la constipation, donc à des changements au niveau des habitudes des selles. Je termine avec cette diapositive-là. Je veux juste dire que même si la constipation est un phénomène universel, chaque fois, évidemment, que l'aspect des selles en lui-même va changer, notamment s'il y a du sang rouge dans les selles ou que les selles sont noires, ce ne sera jamais un phénomène normal du vieillissement. La douleur aussi abdominale ou en allant à la selle n'est pas normale, puis à plus forte raison, évidemment, vomir du sang.